Bonjour à tous, dans cette vidéo, je m'attaque encore à la BMW. Cette fois-ci, il faut que je m'occupe de la carrosserie, il y a certains éléments à changer, d'autres à redresser et certains à repeindre. L'objectif c'est d'en faire le maximum, mais je vous laisse dans la vidéo pour voir ce que j'arrive à faire. Encore une fois, de retour sur la BM 120D, la E87 de 2006, pour ceux qui ne suivent pas. Dans cette vidéo, je vais commencer à m'occuper de la carrosserie. Donc pourquoi la carrosserie? Parce qu'il y a des gros morceaux qui vont vraiment pas. Là, il y a eu un bon choc, les deux pare-chocs sont à refaire, le feu il est cassé, bon ça c'est encore autre chose. Il y a quand même pas mal de choses, il y a aussi les deux portes de l'autre côté. Mais avant de parler de tout ça, je voudrais résoudre un petit peu les problèmes que j'ai eu dans la précédente vidéo au niveau du compteur et des boutons du volant. Pour ceux qui n'ont pas vu, dans la vidéo précédente, j'ai remplacé le volant par un neuf aftermarket et j'avais des problèmes de boutons, ça fonctionnait pas. Et maintenant ça fonctionne. La seule chose que j'ai changé, c'est un mode dans le poste, je vous montrerai juste après. Mais en tout cas maintenant ça fonctionne, donc c'est super bien. Là ça fonctionne pour Siri, là ça fonctionne pour le volume, plus moins. Bon ça paraît logique, hein. Là pour les musiques suivantes précédentes. Et le mode, bon ça fonctionne pas dans l'Apple CarPlay, mais bon je pense que c'est un petit peu normal, bon bref, peu importe. Mais dans tous les cas, maintenant, ça fonctionne enfin. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle. J'espère que c'était à cause du mode, j'espère que ce ne sera pas aléatoire. Ensuite, j'ai reçu le prompt de mon compteur pour en mettre une neuve. J'ai réécrit et je l'ai mis dans le compteur. Et actuellement, ça marche. Je vais vous montrer, je vais mettre le contact. On peut voir que j'ai le défaut de la clé. Ça, c'est la batterie de la clé. On peut voir que ça vient de s'effacer malheureusement, mais j'ai le défaut de la batterie de la clé pardon, qui commence à être faible, forcément à force de mettre la clé dedans, tout ça. Donc je pense que c'est à cause de ça qu'il y a le petit triangle en bas. Si j'enlève le contact que je le remets, je ne vais pas le faire parce que ça me coupe la caméra à chaque fois à cause du CarPlay. Mais en gros, si je mets le contact et que je le remets, ça ne va pas forcément me remettre ce défaut. Mais là, en attendant un petit peu, ça me l'a remis. Comme vous pouvez voir, le kilométrage, il est bon. Il n'y a plus le temper dot, le petit point rouge à côté, comme quoi il y a un écart de kilométrage entre le compteur et le casse. Donc tout est réparé, ça démarre. On peut voir l'aiguille déjà du carburant qui ne redescend pas à zéro, donc c'est bon signe. Et là, si j'embraye et que j'appuie, je ne suis même pas sûr qu'il y ait besoin d'embrayer, s'il faut embrayer. Et voilà, donc là la vidange, forcément je viens de la faire, donc je l'ai remis à zéro. Tout le reste aussi, les entretiens, j'ai remis l'heure, tout va bien. Ça a l'air de fonctionner, donc impeccable pour ça. Et pour le mode du poste, donc je suis allé, pour ceux que ça intéresse en tout cas, je suis allé là-dedans paramètres. Je suis allé dans quoi? Paramètres de la voiture, je crois. Et là, passage automatique à auxiliaire. J'étais en Harman Head Unit et je suis passé en Alpine Head Unit. Je sais pas si c'est à cause de ça que ça fonctionne. Je vais pas vous faire écouter la musique, mais en tout cas, j'espère que vous me faites confiance. Maintenant, la musique, le volume, ça fonctionne. Pour mettre suivante, précédente, ça fonctionne. Donc franchement, impeccable. Là, si je vais dans Apple CarPlay, ça fonctionne. Bon, je vous montre pas parce qu'il y a la carte. Mais en tous les cas, super bien. Ça fonctionne tout bien comme il faut. Le volant, le compteur. J'espère que ça va durer. Mais dans tous les cas, on verra bien dans la suite de la vidéo si ça change d'ici là. Bon, on est 3 jours après, le compteur il fonctionne toujours impeccablement, donc super bien. Pour l'intérieur ça sera à peu près bon. J'ai acheté des pièces que je changerai un peu plus tard parce que j'ai pas tout reçu. En attendant, je vais faire un petit peu de mécanique avant de faire la carrosserie. Donc le problème que j'ai, c'est que pour rappel, avant j'avais une grosse fuite, une grosse tache d'huile ici, et je comprends un peu mieux pourquoi, parce qu'en faisant tourner, j'ai de l'huile qui sointe par le bouchon d'huile. À mon avis, il y a de la surpression un petit peu dans le carter d'huile, enfin dans le compartiment de moteur on va dire. Et du coup ça fait ressortir par le bouchon d'huile. À cause de quoi ça peut être dû? En général ça peut être dû à cause de la valve PCV ou du système de soupape des gaz d'échappement, de vapeur d'huile pardon, excusez-moi. Et à mon avis il y avait un problème. Je l'avais démonté pour le nettoyer, j'ai changé les joints, je me souviens plus vraiment, mais il me semble qu'il manquait une pièce à l'intérieur. Bon, à ce moment-là je m'en étais pas rendu compte parce que je connaissais pas très bien ce moteur. Donc j'ai commandé des pièces. Donc ça c'est le couvercle qui va dessus, ça bien sûr je l'ai, avec la soupape de PCV qui est juste là, et il y a aussi le système, alors il me semble que c'est un système Vortex qui se met à l'intérieur, et ça je me souviens pas de l'avoir eu, je pense pas qu'il y était. Donc est-ce que ça peut me créer un souci? Visiblement oui. Dans tous les cas c'était un problème qui était certainement présent avant, parce que j'avais énormément de taches d'huile ici, et ça devait déjà sointer par le bouchon d'huile. C'est peut-être à cause de ça aussi que l'huile elle sortait du moteur, et que ça a manqué d'huile pour l'ancien moteur, bref, vous avez compris. Pour changer ça, il faut que je redémonte le dessus ici de la bête pare-brise, parce que la valve PCV est un petit peu à l'arrière. Pour changer ce renifleur d'huile, ça revient à changer le filtre à air. En gros, c'est un cauchemar sur BMW. Il faut démonter la moitié de la voiture juste pour changer un filtre à air. Franchement, l'entretien a vraiment été bien pensé chez BMW. Félicitations. Le couvercle, la boîte à air, là, il est quasiment impossible à enlever. Et à remettre, j'imagine même pas, mais bon, on verra par la suite. Heureusement, moi, je l'avais fait quand le moteur était démonté. C'était 100 fois plus simple. Là, on peut voir les vis Allen que je vais démonter pour pouvoir sortir le couvercle du
du reniflard, que je vais remplacer aussi, vous avez vu. Et on verra bien à l'intérieur s'il y avait la pièce ou pas, mais il me semble pas. Je viens de démonter le reniflard et effectivement la pièce était bien dedans, donc j'espère que c'était foutu, parce que sinon ça veut dire que c'était pas ça le problème. Donc je vais remplacer maintenant que j'ai tout démonté, et on va voir ce que ça donne en espérant que ça soit mieux. Bon, j'ai remplacé le carter de reniflard avec tout ce qui va à l'intérieur. Donc celui-ci, il est noté fabrication 2020. L'autre que j'ai démonté, c'était écrit 2015. Je sais pas quand il a été monté et il avait pas l'air d'être neuf. Il avait pas l'air d'être vieux, pardon. J'ai démonté pour voir si c'était abîmé, j'ai rien vu de spécial. Malheureusement, la deuxième solution de mon problème avec l'huile qui soigne du bouchon, ça serait la segmentation. Pour ceux qui suivent, vous avez rappelé que j'ai changé les segments pour du mâle, cette marque de merde. En fait, la tolérance du jeu à la coupe était déjà mauvaise en étant neuf sorti du paquet avec des cylindres dans la tolérance. Donc cette marque de merde, je rachèterai plus jamais, c'est sûr et certain. Et dans tous les cas, je suis quand même en dessous. Enfin, j'étais en dessous de la tolérance maxi d'usure sur les segments, mais ça peut apporter des petits désagréments comme ça. Bon, j'espère que c'était uniquement le reniflard. Je verrai bien au remontage. En plus de ça, ça me pourrit tout l'avant du moteur à chaque fois que je vais faire des trajets à chaud. Enfin bref, franchement, cette marque de merde, mal, n'achetez jamais cette marque. J'ai remonté les plastiques, la boîte à air, tout ça. J'ai pu remettre une vis grâce à Tony qui m'en a retrouvé une. Merci Tony encore. Je crois que c'est celle-ci là qui me manquait. Bon, de toute façon, c'est les 4 mêmes, mais il m'en manquait une sur les 4. Il m'a aussi trouvé une vis de collecteur d'admission que j'avais pas. Enfin, qui me manquait parce qu'il était cassé. Et du coup, j'ai pu la remplacer. Donc, nickel pour ça. Et il m'a aussi trouvé le cache là de filtre d'habitacle qui est pas cassé. Et ça, c'est assez rare. Donc, merci encore à lui pour toutes ces pièces. Il m'a aussi trouvé le cache du rétroviseur à l'intérieur, que j'ai déjà monté. Bon, je vous montrerai un peu plus tard si j'oublie pas. Là, je vais pas finir de tout remonter parce que je veux démonter l'aile et je crois que ça va me gêner si je remets la bête pare-brise. Je vais voir pour tout ça. Je vais aussi renlever le manomètre de pression d'huile parce que j'ai vérifié un peu tout ce que je voulais et la pression d'huile, elle est correcte à tous les régimes, à toutes les températures, pardon, à chaud, à froid, donc c'est nickel. Donc je vais renlever ça, remettre le capteur, le rebrancher, et ensuite je pourrais remettre peut-être le couvercle, le carter qui va par-dessus. Voilà, ça sera tout. Je vous montre quand c'est un peu plus avancé. J'ai enlevé le manomètre de pression d'huile, j'ai remis le capteur que j'ai rebranché bien sûr. J'avais oublié, mais là j'avais pas bouché cette dépression, donc j'ai mis quelque chose au bout. Et maintenant, pour ceux qui suivent, vous savez que la pompe additionnelle ici elle est en erreur depuis un petit moment. Donc pareil, Tony m'en a encore ramené une d'occasion, donc je vais essayer de la remplacer en évitant de mettre trop de liquide de refroidissement par terre. Je vais voir ce que j'arrive à faire. Je vais essayer de la sortir du logement, de la lever le plus haut possible pour que l'eau elle coule pas. Peut-être mettre des clampes là sur les durites, enfin bref, changer cette pompe additionnelle en espérant que l'erreur elle ne revienne plus. Je viens de faire tourner un peu le moteur, j'ai effacé les défauts avant et donc du coup il me reste plus que papillon pilotage. Donc ça c'est la vanne EGR, c'est normal qu'il y ait le défaut, il faut que je m'en occupe par la suite. Mais j'avais la pompe, alors je sais plus dans quoi c'était, ça devait être là peut-être dans passerelle CSGDM, je sais pas quoi, bon bref on s'en fout. Mais la pompe maintenant elle fonctionne bien donc je l'ai remplacée. Ensuite pour le bouchon ça fuit pas à froid en tout cas autour. À voir à chaud, mais quand je l'ouvre, ça souffle un petit peu et ça jette un petit peu d'huile. Bon, c'est un petit peu normal, hein, il y a les pistons qui descendent, ça fait de la surpression, et justement, c'est ce que le reniflard il est censé récupérer. Bon, on verra bien la consommation d'huile, si elle est énorme ou si elle est légère. De toute façon, sur ces moteurs, je m'attends à ce qu'elle soit un petit peu de consommation d'huile, hein, comme toutes les BMW. Mais le principal, c'est de faire attention et qu'il y ait toujours de l'huile dedans. J'ai fait des accélérations en filmant l'échappement à l'arrière, en faisant un petit peu des grosses accélérations. Et ça fume pas bleu du tout, ça fume légèrement noir sur les grosses accélérations, mais quand je dis vraiment léger. Je sais pas s'il y a une carte haute dedans, je sais rien du tout. Donc pour le moment, je pense que c'est à peu près bon. Bien sûr, ça sera à surveiller. De ce côté-là, ça sera bon. Je vais remettre le cache moteur ici devant et puis on passe à la suite. Et voilà, avec le cache moteur, tout est bien caché. Alors, j'ai pas les fixations là. De toute façon, ici, ça devait être sur la vanne EGR et malheureusement, il n'y a plus de fixation de ce côté-là. Bon, ça appuie quand même juste en dessous, donc c'est pas très grave. Et là, il manque la fixation. Je sais même pas comment à quoi elle ressemble. Je sais que j'ai le trou en dessous. Peut-être avec un caoutchouc, je sais pas. Faudrait que je me renseigne. Bon, dans tous les cas, ça tient bien, hein, ça va pas bouger. Surtout avec le capot fermé. Donc c'est parti maintenant. Je regarde comment je démonte l'aile. Il va falloir que je démonte les pare-chocs avant et arrière pour les refaire. Et je vous dirai pour la suite.
Bon, l'aile, vous avez deviné pourquoi je la démonte. Elle est défoncée, c'est réparable. Bon, faut être très bon. Je suis pas sûr que je le sois assez. Et dans tous les cas, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté une autre aile. Malheureusement, elle est un petit peu poquée ici parce que les mecs dans les casses, eh ben, ils disent que c'est nickel alors que c'est toujours abîmé. J'en ai déjà renvoyé une qui était encore plus abîmée que ça. Bon, je verrai si j'arrive à redresser un peu. C'est pas très flagrant, mais j'aurais préféré que ça soit nickel. Dans l'ensemble, elle est pas mal, mais elle est grise. Du coup, ça correspond pas. Faudra la repeindre. Et dans tous les cas, ben, elle est aussi pas très abîmée ici. Pas du tout même. Ça va être compliqué de la démonter sans démonter le bas de caisse parce qu'apparemment il vient par-dessus. Le bas de caisse, dans tous les cas, il était abîmé donc il fallait le remplacer. C'est du plastique qui était cassé. Pour rappel, elle a un PACM. Donc le bas de caisse qui fait partie du PACM, il a une forme spécifique et il est galère à trouver. Essayez de trouver un bas de caisse PACM 2,87 d'occasion et franchement c'est pas évident. En plus moi c'est 5 portes donc c'est pas 3 portes, c'est pas commun aux deux. J'ai eu de la chance, j'en ai trouvé un qui est en super état, et en plus de ça, les seuils de porte, et ben en tout cas celui de l'avant, il est vraiment nickel par rapport au mien, je vous montrerai juste après. Bon, l'arrière il est un peu moins joli, mais j'ai l'impression que c'est un peu la maladie. Comme vous avez vu, pareil, la couleur elle est pas bonne, donc faudra le repeindre, mais normalement pas de carrosserie à faire sur celui-là, donc c'est une bonne nouvelle. On peut voir le seuil de porte du mien qui est pas terrible, qui commençait un peu à vieillir malheureusement, mais j'ai l'impression que c'est un peu la maladie parce que la plupart que j'ai vu ils sont tous comme ça. Donc bon, c'est pas très grave, je pourrais remplacer par le nouveau. À l'arrière, je sais plus dans quel état il est le mien. Ouais, il est aussi pourri un peu. On peut voir, bon c'est pas très grave. Le fait d'en avoir un autre, ça me permet de voir comment il est monté. Donc il y a des clips sur tout le dessous de la caisse et il doit en avoir sous les marchepieds ici, bon, qui ont été certainement arrachés. Voilà, c'est ça. Donc je vais essayer de démonter les seuils de porte. Comme ça, si j'arrive à les démonter proprement, ben, je pourrais peut-être essayer de les démonter proprement sur l'autre aussi et récupérer les clips qui vont en dessous. Parce qu'à mon avis, ceux-là, ils sont foutus. Bon, j'ai réussi à enlever les deux seuils de porte. J'ai retrouvé aussi le cache du cache d'attelage ici, à l'avant, dans la portière. Bon, il est bien pourri, j'en avais acheté un autre parce que je croyais que je l'avais pas. Je le mets de côté, on verra plus tard. Du coup, j'ai réussi à enlever le cache qu'il y avait ici sans l'abîmer. Alors, comment j'ai fait? J'ai pris une espèce de spatule comme ça. Je suis passé entre les deux, j'ai fait levier, un petit peu sur les quatre coins. Et ensuite, j'ai fait levier entre les deux comme ça. Et ça a fait sortir le seuil de porte. Je vais faire pareil à l'arrière, mais là j'ai le truc qui me gêne, donc je vais avancer un peu la voiture. Et comme ça, je pourrais récupérer les clips sur le dessus sans les abîmer. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que j'en avais pas commandé. Donc ça fait toujours ça d'économiser, et surtout de ça en moins à attendre. J'enlève les clips là, j'enlève le seuil à l'arrière, je fais pareil. Ensuite, je la mets sur le pont pour pouvoir enlever tous les clips. Je la redescends, tout ça. Bon, bref, je vous passe un petit peu tout ça pour démonter le bas de caisse. Bon, ça y est, j'ai sorti le bas de caisse, j'ai aussi démonté l'aile, une vraie galère pour démonter cette aile. J'ai aussi démonté le pare-choc avant M, pareil, une bonne galère. Il y a des vis qui sont à l'intérieur de la bouche centrale, en passant par l'intérieur. Il y a 4 vis, et ça c'est dit nulle part, parce que quand on regarde sur internet, démontage pare-choc E87, il n'y a que des pare-chocs classiques. Les pare-chocs M, ils sont... Enfin, j'en ai pas trouvé en tout cas en vidéo. Donc pour information, c'est quasiment pareil, des vis sur le dessus, 3 vis ici de chaque côté dans le passage de roue, plein de vis sur le dessous, juste au bord du pare-choc. Et ensuite, il y a 4 vis dans la bouche d'aération centrale qui sont vers le haut, qui permettent de sortir le pare-choc. Il faut bien sûr enlever aussi les lave-phares pour ceux qui les ont, moi j'ai des Xénon, et débrancher les anti-brouillard. Bon voilà, je vous ai dit rapidement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à l'arrière. Pour l'arrière, j'espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts, que le pare-choc ne faudra pas le changer. Parce que là, pour rappel, ça tient avec des riselants. Là, ils ont mis du silicone ou je sais pas quoi, là, ici. Enfin, bref, du super travail encore. Et là, on peut voir que c'est bien abîmé. Alors, il n'y a pas autant d'écart normalement. C'est que le pare-choc, il est décalé. On peut voir ici, là, qu'il y a bien un bon centimètre et demi, 2 cm presque qui dépasse. Alors que de l'autre côté, où c'est bien mis, normalement, c'est à ras. Donc, le pare-choc, il est mal mis. Et en plus de ça, on le voit... Oula, on le voit ici. On le voit que là, il y a la languette qui devrait être à mon avis dedans, qui est tordue par dehors. Donc bon, c'est mal mis quoi. Donc je vais enlever ce pare-choc arrière, le phare on verra plus tard. Et il va falloir redresser cette partie d'aile arrière comme il faut. Donc là j'ai l'impression qu'ils ont foutu du mastic. On verra ce qu'on arrive à retrouver, mais bon bref, il faut redresser ça comme il faut. Donc là on peut voir que ça fait une bosse, alors on verra peut-être pas trop. Mais là ça fait une bonne bosse, donc il faut rentrer ça, retirer l'angle pour avoir le bon jointement avec le pare-choc. Là normalement il y a une pièce en plastique qui tient le pare-choc derrière, à mon avis elle est foutue parce que sinon ils n'auraient pas mis les raisins. On va voir ça au démontage. J'ai remis le pare-choc à peu près comme il faut, bon bien sûr je vais l'enlever, hein. Mais je l'ai remis à peu près comme il faut pour pouvoir avoir un repère. Donc j'ai noté sur le phare ici pare-choc, et par rapport à l'autre côté ça tombe ici à peu près pour l'aile. Je sais pas si ça se voit, mais en fait l'angle de l'aile ici, la ferraille n'est pas rentrée. En fait je pense qu'il y a moyen de bien récupérer, enfin je pense, si on va bien récupérer tout ça. Et du coup ça me permet de prendre un repère. Bon, le phare il est cassé, c'est pour ça que j'ai écrit dessus, et de toute façon le marqueur ça s'efface assez rapidement.
sur les feux. Donc là j'ai enlevé les deux riselants, forcément ça tient pas parce que comme j'ai dit la pièce en plastique qui va derrière elle est abîmée. Bon, j'aurai certainement l'occasion de vous remontrer parce que je vais certainement en acheter un autre. Je vais d'abord démonter le pare-choc, voir à quoi ça ressemble de l'autre côté et comme ça je verrai s'il y a vraiment besoin de changer la pièce. Avant de passer à la suite, je voudrais vous parler de cette machine. Donc c'est une perceuse magnétique que m'a envoyé Vever, donc qui est fournie avec plein d'accessoires, je vais vous montrer juste après. Donc en fait une perceuse magnétique, à quoi ça sert? C'est fait pour percer dans du métal, et la base ici elle est magnétique comme le nom l'indique. Donc il faut brancher ça en 220. Il y a la partie magnétique qui peut s'activer ou se désactiver à l'aide des boutons qui sont juste là. Et ensuite avec on-off on peut faire tourner le mandrin. Et ensuite avec la manivelle ici on peut faire monter ou descendre la tête. Donc c'est vraiment quelque chose de très solide. Ça n'a rien à voir avec une perceuse à main où c'est qu'on pourrait percer en travers. Déjà ça permet de percer parfaitement à 90 degrés par rapport à la surface où on est aimanté. Donc c'est vraiment génial. Là ce qui est monté c'est le mandrin pour pouvoir mettre les fraises. Donc avec la perceuse, ça c'est livré avec. Il y a toutes sortes de fraises, donc on peut voir les tailles. 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27. Je vais en sortir une juste après pour voir. Et il y a aussi un mandrin pour pouvoir mettre des forêts classiques. Donc on met juste ça à la place d'une fraise dans la tête de perçage. Et comme ça permet de mettre des forêts et de percer avec des forêts classiques. C'est aussi fourni avec un réservoir pour pouvoir lubrifier quand on fait le perçage, pour les perçages un peu difficiles, avec le tuyau, enfin tout est fourni. Et là, il y a le petit guide. Donc ça, c'est une pointe qu'on met à l'intérieur de la fraise et ça permet de se guider. Si on a fait un trou de pointage, par exemple, enfin un petit pointage dans l'endroit où on voulait percer, pardon, et ben du coup, on peut se centrer. Une fois qu'on est centré, qu'on est bien positionné grâce à cette pointe, on active l'aimant et après, ça bouge plus. On est bien dans l'axe par rapport à ce qu'on veut percer. Franchement, c'est un outil qui est super. Malheureusement, j'ai pas forcément l'occasion de vous le montrer dans des situations réelles en ce moment, même si je m'en suis servi déjà 2-3 fois. Mais c'est pas des choses qui étaient vraiment faites pour faire des vidéos, en tout cas pas sur ma chaîne. Mais j'espère pouvoir vous montrer un petit peu son utilisation réelle dans des fabrications un petit peu plus tard, malheureusement pas à court terme. Donc c'est aussi livré avec les petits outils qui vont avec une sangle. C'est une sangle de sécurité si par exemple on peut aimanter sur une surface horizontale, verticale, ou même à l'envers carrément, si on veut percer vers le plafond sur un élément qui ne peut pas bouger, sur une grosse structure par exemple. Donc franchement c'est un super outil, moi je suis super content qu'il m'ait fait confiance pour m'envoyer ça. Je vous avais fait un petit short, je vous le mettrai en lien dans la description, où c'est que je faisais des essais, et du coup ça m'avait permis de percer par exemple dans cette grosse cornière. Donc on peut voir que le trou il est très précis, il est très net, il n'y a pas de bavure, il n'y a rien même de l'autre côté. J'avais fait aussi un trou un peu plus petit sur le côté, et alors je sais plus l'épaisseur, je crois que c'est du 5 mm. Donc, et puis ça se perce en quelques secondes. Je vous laisserai aller voir le short si vous voulez voir un petit peu les performances de perçage, la durée de perçage. Même sans forcer, franchement, ça va super bien. Et pour ceux qui ont l'habitude de faire du perçage, franchement, dans du métal, c'est vraiment un outil indispensable à avoir. Rien à voir avec une perceuse classique. Bon, après, bien sûr, on peut avoir une fraiseuse, c'est encore mieux. Mais quand l'élément, il peut pas bouger, par exemple, comme mon gros portique, là, si j'ai envie de percer un trou dedans, et ben, c'est vraiment hyper pratique. Je m'aimante sur le truc, je me mets au bon endroit, et ça permet de faire un trou très propre et très précis. Donc pour les fraises, voilà à quoi ça ressemble. Là j'ai pris la 20 par 30, donc c'est 20 de diamètre par 30 de profondeur. C'est de la super qualité, c'est des fraises de type Weldon. Donc même si vous n'avez pas la taille qui est livrée avec, que vous avez besoin d'une taille spécifique, et ben c'est possible de l'acheter dans le commerce. C'est pas des tailles, c'est pas un montage particulier à cette machine, c'est un montage standard qui est couramment utilisé. Donc là on peut voir que la fraise elle est super bien taillée, elle est super bien, enfin c'est quand même de la super qualité quoi. Et au milieu il y a le trou comme j'ai dit pour pouvoir passer l'aiguille qui est là de centrage. Et je crois qu'il y a l'arrosage aussi qui passe par l'intérieur. Donc franchement super bien, j'en suis super content. J'avoue qu'en ce moment je m'en sers pas trop, mais quand on en a besoin, c'est vraiment génial quoi. Franchement je me prends plus la tête à sortir des forêts ou des machins ou à faire des trous avec des cycloches. Ça n'a rien à voir, beaucoup plus de qualité et aussi beaucoup plus rapide. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes déjà servi de ce genre d'outil, si vous en avez un éventuellement. Moi, ce modèle, je suis très content. Bon, j'avoue qu'il m'a été envoyé par Vever, mais il est très bien placé niveau tarif. Je suis même pas sûr que ça existe des perceuses magnétiques moins chères. Et jusqu'à là, j'en suis super content. C'est jamais tombé en panne, tout fonctionne bien. Et c'est vraiment très fonctionnel. La manivelle ici, franchement, elle est super bien. Le seul petit point négatif, on va dire, c'est que c'est livré dans une boîte en carton. Mais une fois que les poignées sont montées, ben, c'est difficile à remettre dans la boîte en carton. Il faut redémonter les poignées, tout ça. Donc j'y laisse dans le sachet d'origine. Mais je pense qu'il faudrait que je me fabrique une petite caisse en bois. Ce serait idéal pour pouvoir la mettre dedans et la ranger proprement.
Allez, je vous laisse par rapport à ça et on reparle de la voiture. Bon voilà, j'ai démonté le pare-choc arrière, donc il faut démonter la partie en bas en grise là, et du coup pour la démonter, il fallait que j'enlève le support de plaque. De toute façon le support de plaque, il faut que je le vire, c'est interdit en France, en tout cas normalement. Il faut une plaque qui soit rivetée sur la voiture, si c'est vissé ou si c'est démontable, c'est pas bon. Quand j'ai enlevé les vis là, elles tenaient cette partie grise dans le pare-choc, donc ça aidait pas. Et ensuite, une fois que j'ai enlevé ça, j'ai pu le déclipser, et en le déclipsant, il y a toutes ces fixations là. 1, 2, 3, 4 qui sont à l'arrière et qui gênent et qui forcément tiennent le pare-choc. Pour le pare-choc, il faudra le poncer tout ça. Bon, il est un petit peu abîmé là, tout le tour est un petit peu mangé. Et aussi, de l'autre côté, il est frotté. Et puis là, bon, c'est de la peinture mate, c'est là où il y a eu le choc. Il faudra que je rebouche les trous. Comme j'ai dit, il y a la pièce qui est ici là. Donc il fait cette forme là, je l'ai commandé parce qu'elle est cassée forcément. Ils ont préféré mettre du silicone et 2 Serflex parce que ça coûte super cher cette pièce. Je l'ai commandé là, ça m'a coûté 13 €. Donc franchement, je comprends qu'ils aient mis des riselants. C'était vachement plus professionnel comme réparation. Et là du coup, il va falloir que je redresse. Donc comme je disais, l'angle de ma tôle ici, elle est toujours bonne. Donc en fait, il faut juste que je ressorte cette zone au tire-clou. Donc il va falloir décaper toute cette partie là. Redresser, retaper tout ça, bon je vous montrerai progressivement. Il faut pas que j'oublie, ici j'ai un POC, voilà, j'ai un POC sur l'aile. De toute façon l'aile il faut que je la repeigne en entière, hein. Je peux pas faire un raccord, déjà je suis pas très bon et en plus ça risque de se voir. Donc l'aile ça va jusqu'au montant, jusqu'au rétroviseur là-bas, donc ça fait un sacré morceau. Maintenant je sais pas ce que j'attaque, soit ça, mais bon pour ce soir ça fait un peu juste, sinon la préparation des pièces de peinture pour la peinture. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, il faut que je ponce le bas de caisse que j'ai acheté, l'aile. Normalement, il n'y a pas trop de réparation. Sur le bas de caisse, il n'y a pas de réparation. Et sur l'aile, un peu de redressage. Allez, c'est parti. Allez, j'ai oublié, il y a les 2 portes ici aussi que je vais remplacer. Parce que comme on peut voir ici, elles sont bien endommagées. Et c'est, on va dire, c'est des chocs qui sont très compliqués à réparer. Je ne vais pas m'embêter. Je ne me rappelle plus combien j'ai payé les portes, mais je ne les ai pas payé bien cher. En plus, les portes que j'ai achetées, elles sont noires. Donc il faudra juste les remplacer, remettre les panneaux de porte à l'intérieur. Et je crois que celle que j'ai achetée, elle a la vitre manuelle. Alors que moi, j'ai les vitres électriques à l'arrière. Il faudra que je remplace ces 2 portes, mais je ne vais pas le faire tout de suite parce que si je les démonte, ça ouvre l'habitacle et du coup ça va faire rentrer toute la poussière dedans. Donc je le ferai un peu plus tard. Il faudra que je regarde si j'ai besoin de peindre les portes et s'il n'y a pas besoin, je les montrerai comme ça. Et encore une fois, je viens de voir que l'aile arrière ici elle est abîmée aussi. Faut que je regarde. J'ai peut-être pas forcément besoin d'y repeindre parce que là du coup c'est que l'arche. C'est pas enfoncé, je sens rien en tout cas. C'est juste marqué. Il n'y a que ici où il y a un petit enfoncement. Voilà, c'est peut-être un peu profond pour faire du redressage sans peinture, je vais voir. Dans tous les cas, il faut que je regarde, ça sert à rien de peindre toute la voiture. Si je peux faire du redressage sans peinture et un petit polish. Bon, là je sais pas honnêtement, parce que là j'ai l'impression que ça passe à travers. Et si c'est pour faire du bricolage, je préfère tout repeindre. Bon, on verra. Je regarde un peu plus tard, mais dans un premier temps, il y a déjà du boulot. Allez, j'attaque le ponçage du pare-choc arrière, enfin de tous les éléments pour pouvoir les peindre. Le pare-choc arrière, il va falloir l'apprêter. Comme on peut voir ici, il y a une énorme rayure là qui est assez profonde. Là, toute cette partie elle est mate. Je ne sais pas si ça n'a pas été un repeint à la bombe. Là, il y a une surface, à mon avis, un petit enfoncement. Ça va peut-être taper dans la traverse qui est derrière ou je sais pas. Et du coup, faut chauffer pour redresser un peu parce que sinon ça va faire vilain. Là, il y a des rayures, il faut poncer un petit peu, mais je pense pas que ça soit trop abîmé. Là, c'est pareil, plein de rayures dans l'angle. Bref, je vous montre tous les défauts. Là, on peut voir qu'aussi que la peinture est toute craquelée. Donc là, quand c'est comme ça, il faut aller quasiment jusqu'au plastique hein, parce que sinon ça va finir par ressortir. Ici, il faut reboucher les trous des super riselants qu'ils avaient fait, enlever toute la pâte à joint qu'ils avaient mis. J'ai commandé la pièce en plastique qui tient derrière, j'espère que ça ira, mais ça n'a pas l'air d'être trop abîmé quand je compare à l'autre côté. Ensuite, je pense qu'il y en a encore de l'autre côté. Non, finalement il n'est pas trop abîmé de ce côté. Bon, il est quand même un peu bouffé là, tout ça. Donc en fait, c'est plutôt une histoire de finition. Je vais essayer de poncer correctement. Le pare-choc arrière, il faudra dans tous les cas l'apprêter. Vu que c'est chiant, je fais un peu de ponçage avant. Quand j'en ai marre, je fais le redressage. Et ensuite, je continue le ponçage. Allez, c'est parti. Je vous montre quand c'est un peu plus avancé. Le pare-choc arrière, j'ai fait le plus gros. J'ai déjà mastiqué un petit peu certains endroits qui étaient un petit peu abîmés, que j'ai pas pu rattraper au ponçage. Ici, il y en avait pas mal de ce côté-là. J'ai aussi pas mal redressé certains endroits en chauffant au décapeur thermique. Là, ici, j'ai bouché les trous avec un riselant fondu par derrière. Et ensuite, qui restait par-dessus en finition, j'ai mis du mastic aussi pareil pour boucher les trous correctement. J'ai pas l'impression qu'il soit abîmé le pare-choc, je suis même sûr qu'il est nickel parce qu'il est symétrique par rapport à l'autre côté, donc ça c'est une bonne nouvelle. J'espère qu'il se refixera bien, mais ça on verra bien sûr par la suite.
Ensuite, j'ai remis des agrafes ici parce qu'il était pété. Et là, pour être honnête, il me manque un petit morceau. C'est des agrafes du diffuseur qui reviennent dedans. Bon, j'avais pas l'impression qu'il bougeait beaucoup, mais bon, ça se voit qu'il manque un morceau. Il manque un morceau comme ça. Bon, forcément, il y a eu un choc. Donc, ça sera jamais un pare-choc tout neuf. Mais au moins, j'ai fait des réparations du mieux que je pouvais. Ici, j'avais une fissure que j'ai bouchée avec que j'ai ressoudée avec des agrafes. Et ici, j'avais une déformation. Donc, j'ai chauffé et j'ai repoussé la matière, le plastique, pour que ça revienne à la forme d'origine. En attendant que les mastiques sèchent correctement, je vais m'occuper avec du pare-choc avant. Donc comme vous avez vu, il est encore bien griffé ici. Sur le dessous, j'en parle même pas, là il est défoncé. À croire qu'ils ont fait du nivelage de sol avec. Et du coup, je vais aussi enlever le porte-plaque. Là pareil, c'est interdit comme à l'arrière. Et de toute façon, c'est une plaque en W, donc il faudra la changer. Et de toute façon, il faut que je peigne. Donc là, je vais enlever le porte-plaque, enlever les grilles, les anti-brouillards, les grilles aussi de calandre ici. Et essayer de reformer un petit peu tout ça. Là, il est vraiment bien mangé. Ici, là, j'en parle même pas. J'ai l'impression qu'ils ont fait levier avec un gros tournevis plat pour pouvoir enlever le cache. Enfin bref. Je vais essayer de rattraper au mieux tout ça. Comme le pare-choc arrière, je fais les petits mastiques et je passe à la suite. J'ai poncé tout le pare-choc avant pour estomper toutes les rayures. Enfin, en tout cas, les plus grosses. Sur le dessous, il n'y a quasiment plus rien. Je vais faire aussi des petits mastiques à droite à gauche pour les petits défauts qui restent. Mais franchement, c'est du boulot, hein. Tout ce qui est réparation plastique, c'est un peu un cauchemar. Là, on peut voir que j'ai rebouché les 4 trous de support de plaque. Je mettrai un petit mastic pour finir. Et ensuite, je referai juste 2 trous pour riveter la plaque. Étant donné que c'était une voiture qui était en Allemagne, il n'y a pas de trous de rivet de plaque directement. C'était juste le support de plaque. Ensuite, je me suis occupé de ça. Donc en fait, j'avais retrouvé le cache de l'anneau de remorquage. Donc on peut voir, il est un peu tordu ici. Là, ils les ont forcé dessus, ou je sais pas, il y a eu un choc. Et en plus, là, la fixation, elle était arrachée. Au début, je l'avais pas retrouvé, il était dans le vide-poche de la portière. Et du coup, j'en avais commandé un autre. Donc là, je viens de passer presque 1 heure à essayer de réajuster, parce que là, ça faisait un trou énorme. Ils avaient dû mettre, je sais pas, un burin entre les deux pour l'enlever. Alors qu'en réalité, c'est super simple pour enlever. Là, il y a une petite flèche, on appuie dessus. Et voilà. Et là, ça relève l'autre côté. Et ça permet de pouvoir enlever le cache de remorquage. Et ensuite, pour le remettre, eh ben, voilà, on fait comme ça. Et c'est tout simple. Franchement, je comprends pas pourquoi les mecs sont allés charcuter ce truc. Bon, bref. Je vais essayer de poncer un petit peu. Parce que le mastic au bord de l'anneau de remorquage, si un jour il y a quelqu'un qui remet un coup de tournevis et qu'il y a un morceau de mastic qui pète, ça serait quand même dommage. Donc je vais essayer de faire au mieux et de mettre le moins de mastic possible. En tout cas, le moins proche possible de l'angle. C'est encore pas parfait, hein. Le rond autour, il est pas parfait. Bon, on va pas les voir, surtout qu'en plus, ça sera tout noir brillant, donc ça sera un peu moins visible. Mais bon, j'aurais voulu quelque chose d'assez propre quand même. Comme je vous ai montré ici, là, il y a la fixation à l'arrière qui est plus sur le nouveau. Et c'est pas un modèle d'origine, hein, c'est un modèle adaptable, mais qui a parfaitement la même forme que celui d'origine, avec même la petite flèche en bas. Je continue le ponçage, la préparation. Franchement, ça prend une éternité comme d'habitude. Et je vous montre dès que j'ai un peu plus avancé. Bon, les pare-chocs, il reste des finitions, j'ai poncé les mastiques, et maintenant ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti le tire-clou pour m'occuper de l'aile arrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à déshabiller, enlever ce plastique de toute façon que je vais remplacer, parce que pour rappel il est cassé, c'est pour ça que j'ai mis des riselants. C'est une pièce qui passe dessous dans le passage de roue, donc je vais voir si je dois pas démonter la roue, le passage de roue. Je démonte un peu tout ça, je vais pas forcément démonter le phare tout de suite, de toute façon je risque pas grand chose, il est mort, mais j'avais mis des repères dessus et j'aimerais bien les garder pour avoir l'alignement. Enfin pour savoir où j'en suis. Si ça me gêne, j'enlèverai. Bien sûr, je vais décaper environ jusqu'à là, parce qu'à mon avis, il y a du mastic, il y a des trucs. Là, l'aile, elle ressort ici, donc il faudra la retaper. Et là, bien sûr, elle est bien rentrée. Pour ceux que vous avez, je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais bon, là, il y a un bon choc, hein. Là, je sais pas si vous arrivez à voir le choc. Donc, bon, il y a du mastic, il faut tout enlever. Je vous ai montré un petit peu avant. Et dès que j'ai un peu plus décapé, fait un petit peu de la place, je vous montre. Bon, j'ai commencé le décapage, j'ai l'impression que je suis tombé sur le record du monde du meilleur carrossier. À mon avis, c'était certainement un projet d'étude pour le meilleur carrossier du monde, et du coup, il a fait cette BMW. Franchement, j'ai vraiment de la chance de tomber toujours sur des cas aussi particuliers. Bon, j'espère que le mastic ne va pas jusqu'à là, mais dans tous les cas, ben, je vais enlever tout ce qu'il y a, hein, parce que ça sert à rien de garder autant de mastic. Là, il y en a vraiment trop épais, ça se voit pas vraiment, mais là, il y a presque 5 mm, je pense, à certains endroits. Bon, là, il y a un gros choc ici, ça je le savais déjà. Je m'attendais pas à ce que ça aille beaucoup plus loin. Bon, j'espère que ça va pas non plus jusqu'à là, hein, mais bon, je pense que s'il y a vraiment un gros choc, c'est possible que ça aille loin et que plutôt que de redresser, ils aient préféré mettre du mastic. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je trouve que c'est du boulot de merde. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je continue le décapage et je vous retrouve dans quelques secondes pour vous pour voir le résultat, jusqu'où je suis allé. Bon, effectivement, ça allait loin, ça allait au moins jusque là. On peut voir un petit peu la délimitation entre le ponçage que je viens de faire là et ici. Là, toutes les petites marques qu'il y a là, c'est pas moi qui les ai faites, hein. Ça a été fait avant, certainement avec une disqueuse ou quelque chose qui attaque le métal. C'est pas bien bon. Bon, ça encore, c'est pas le plus grave.
Ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, c'est même pas tellement déformé. Bon, c'est pas non plus parfait, mais est-ce que c'est pas à cause des petits coups qu'ils ont mis? J'ai démonté un peu à l'intérieur, je vous montrerai, mais il n'y a pas de traces de coups que ça aurait été tapé par l'intérieur. Il n'y a pas non plus de traces de chauffe de tire-clou, par exemple. Et à l'avant, je pense que ça se verrait aussi un peu. Là, il y a une petite arête qui est enfoncée, mais bon, pour le moment, comme j'ai dit, c'est pas le plus grave. Je vais essayer déjà de réparer ça en premier. Donc, comme vous voyez, j'ai démonté le feu arrière, j'ai démonté bon, le plastique, je crois que je l'avais déjà démonté avant, et j'ai démonté la bouche d'aération. Pourquoi j'ai démonté la bouche d'aération? Je vais éclairer un petit peu. Parce qu'en fait, alors déjà pour commencer, cette arête ici, là, forcément, vous voyez qu'elle est un peu trop rentrée. Pas autant que visuellement, parce qu'il y a aussi cette surface là qui est ressortie. Donc là, il va falloir retaper ça et ressortir l'arête. Et forcément, je ne peux pas ressortir l'arête toute seule. Le truc, c'est qu'en fait, c'est toute cette surface ici qui est rentrée à l'intérieur de la caisse. Alors si on peut voir un petit peu comme ça, je ne sais pas si ça se verra bien, mais là, ça fait vraiment un creux. Alors que normalement, ça devrait être bien droit à partir de cette arête. J'ai enlevé aussi cette pièce là que je disais en dessous, parce que comme ça me permet d'avoir accès sur la surface du bas. Là on peut voir que c'est bombé, là normalement c'est pas censé être bombé, c'est censé être plat tout le long. Cette surface elle est censée être plate tout le long, et là pour le moment il y a des plis. Donc là il y a un pli là, enfin bref, ça va quand même assez loin la déformation. Donc peut-être que l'angle aussi est un petit peu rentré, mais ça à la limite c'est pas très grave, parce que étant donné qu'il y a le plastique qui vient là, et ben le pare-choc s'aligne avec l'aile. Bon, ça serait bien quand même de redresser un petit peu, je vais voir ce que j'arrive à faire, mais le plus gros c'est quand même dans cette zone là. Je vais vous montrer un petit peu de l'autre côté, parce que j'ai démonté aussi l'autre phare pour voir. On peut voir, alors non on verra pas parce que j'ai pas enlevé le plastique, mais on peut voir que cette face là, elle est bien droite comme je disais, et de toute façon on voit que ça fait bien plus propre. Et la surface qui est en dessous, comme je disais, elle est bien plus droite, et il n'y a pas de... Là il y a l'espèce de vis, là je sais même pas ce que c'est en plus, mais cette pièce là qui est bien droite, sur une surface bien droite, il n'y a pas de pli. Donc ça permet d'avoir un petit peu l'exemple, ce côté il n'a pas été accidenté, donc ça déjà c'est une bonne nouvelle, ça me permet d'avoir un petit peu une référence. Maintenant j'ai aussi démonté l'intérieur. Alors déjà pour voir, et puis aussi pour pouvoir repousser par l'intérieur. Là on peut voir que tous ces plis là, bah, c'est quand même pas normal. Je sais pas, non on pourra pas voir de l'autre côté parce que j'ai pas tout démonté. Mais tous ces plis là c'est pas normal, donc il faut redresser. Et en fait c'est cette espèce de triangle là qu'il va falloir repousser de l'intérieur. Alors faut pas faire ça avec un truc pointu, hein. Plutôt avec des morceaux de bois assez épais pour pouvoir taper un petit peu plus sur plus large. Et pouvoir ressortir on va dire cette zone là. Je vais y aller petit à petit, je vous ai expliqué pendant longuement pourquoi c'était tordu. Je ne vais pas pouvoir vous montrer tout parce que sinon la vidéo elle ferait 15 ans. Parce que ça prend du temps la carrosserie forcément. Mais je vais essayer de vous montrer étape par étape. Et le but c'est déjà dans un premier temps de ressortir cette arête, de l'avoir un petit peu plus dans l'axe et réaligner avec ce qu'il faudrait. Mais on peut voir ici que tout est plié. Là c'est plié ici, là il n'y a pas du tout les bonnes formes. Donc bon, je vais voir aussi ici, je ne sais pas si c'est normal. Là je vois qu'à mon avis c'est un petit peu aussi tordu, là ça a dû se tordre ici. Ouais exactement, parce que là sinon c'est censé être bien droit. Et puis on voit bien la différence entre le côté qui n'a pas été démonté et le côté qui a déjà été démonté. Et là à mon avis, en plus de ça, il devait y avoir une mauvaise étanchéité au niveau du phare. Bon c'est pas très grave, mais ça pouvait peut-être faire rentrer de l'eau, donc ça il faut faire gaffe aussi à ça. Donc là à mon avis il faudra redresser, mais ça sera à la fin. On peut voir que là tout est plié, il y a des pliures dans tous les sens. Ça sera pas neuf, mais je vais essayer de remettre on va dire les trucs en face des trous, et puis que ça sorte bien, qu'il y ait une belle forme sur l'aile sans mettre une tonne de mastic, et que aussi là je retrouve l'étanchéité du phare et un petit peu la forme derrière le pare-choc. Même si ça se voit pas, il faut quand même que ça soit correct pour que tout le reste s'aligne. Bon, j'ai commencé à taper comme je vous ai dit, j'ai fait le plus gros. Maintenant je pense que la finition ça va être au tire-clou, donc comme on peut voir la surface, là elle est bien revenue. Alors il reste plein de petits défauts hein, quand on touche, mais l'arête elle est bien revenue. Là j'ai la toile qui est déchirée ici, donc il va falloir refaire des petites soudures. Ça m'embête un peu de sortir le poste à souder juste pour ça, mais bon, il vaut mieux le faire parce que sinon après, c'est pas du bon boulot. Là j'ai ressorti la surface qui était bien plate. Dessous, il n'y a presque plus les arêtes, enfin presque plus les bosses qu'on avait avant, encore un petit peu forcément parce que je peux pas rendre ça parfait. Mais du coup ça m'a permis de redresser un petit peu cette surface et de l'avoir bien dans l'alignement. Là j'utilise un espèce de guide pour avoir un petit repère sur le galbe de l'aile de ce côté. Et ensuite je peux le mettre dans l'autre sens pour pouvoir voir de l'autre côté. Donc là du coup quand je le mets au même endroit, donc le galbe il est à peu près bon, il est même assez bon. Là il me reste peut-être un petit millimètre en bas, et encore ça dépend comment je me positionne, sachant qu'avant j'avais presque 5 mm voire plus, juste sur la partie du bas là, tout là. Donc là c'est quand même déjà bien revenu, et je vais pas taper pendant 3 quarts d'heure non plus pour le remettre. Le principal c'est que ça soit joli à l'œil, parce que ça sera jamais parfait. Mais maintenant le truc c'est que déjà je vais ressouder
Je vais refaire des petits cordons de soudure là pour souder ça, disquer la soudure. Et ensuite, je passe le redressage un peu plus fin au tire-clou dans toute cette zone. Bon, j'ai un petit peu avancé, j'avais ressoudé là, mais je vais refaire encore des points de soudure. Et en plus, avec le tire-clou, je fais des petits trous parce que des fois, ça force un petit peu trop. Donc, je reboucherai bien sûr tout ça à la soudure par la suite. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé 7 traits, enfin 7 ou 8 de l'autre côté. J'ai fait pareil de l'autre côté pour pouvoir mettre le guide. Alors là, je le mets dans ce sens-là. Et comme ça, après, je le retourne. Et de l'autre côté, je le mets dans l'autre sens. Sur chaque ligne, après, je mets mon guide que je me suis pris en exemple de l'autre côté. Et ça me permet de redresser un petit peu. Le problème, c'est que là, j'arrive à un point où là, voilà, la tôle, elle est trop, il y a trop de matière, on va dire. Ça, c'est trop, il y a eu un trop gros choc, ça s'est trop écarté. Donc, ce que je vais faire sur cette zone, là, sur ce rond là qui s'enfonce et qui, si je retire de derrière, il va ressortir. Je vais faire une chauffe de retrait. Donc, je vais chauffer comme ça avec un crayon. Enfin, un crayon. C'est une pièce comme ça là qui est sur mon tire-clou. Je chauffe en escargot comme ça et ensuite je passe un chiffon mouillé pour refroidir rapidement et ça devrait me retendre la tôle. Donc là, pour vous montrer, si je mets la main à l'intérieur et que je pousse, voilà. Donc là, en fait, ça c'est un, je sais pas comment on appelle ça, j'ai perdu le nom, mais ça fait un rebond comme ça. Et quand ça fait un rebond, c'est qu'il y a trop de matière. Alors c'est que forcément, à force de mettre des coups dans tous les sens, et ben la matière elle est pas au bon endroit où ça serait bien. Donc ce que je vais faire, c'est que comme j'ai dit, je vais faire une chauffe de retrait. Je vais y aller en plusieurs fois parce qu'il faut quand même garder un certain galbe pour l'aile que je fais avec mes repères. Bref, c'est assez technique, je n'ai pas envie de vous perdre là-dedans. Donc je fais ma chauffe de retrait et on se retrouve après pour voir si ça fait encore ce rebond. Donc là, je viens de faire un premier passage, enfin même deux passages avec une forme d'escargot comme ça. Et ensuite, je refroidis vite avec un chiffon mouillé. Et du coup, bah, ça me retend la tôle. Alors, c'est un petit peu difficile à comprendre pour ceux qui ne connaissent pas. Mais si je mets ma main à l'intérieur, voilà, il n'y a plus le rebond. Bon, il y a encore un petit... et encore que c'est un petit peu souple, mais je vois que ça s'est refroidi encore un peu plus. Là, c'est pas trop mal, je vais pas trop en faire, parce que si je tends trop la tôle, après, il n'y aura pas assez de place, enfin de matière pour pouvoir tout étendre. Enfin, moi, c'est un peu compliqué. Je sais que la carrosserie, ça vous plaît pas énormément, même s'il y en a certains qui disent l'inverse, mais je le vois sur les vues. Donc, du coup, j'essaie de le faire rapidement, parce que moi aussi, il faut que ça avance. Donc, je continue avec toutes mes lignes à faire... donc là, j'en étais au 4, mais bon, bien sûr, après, je recommencerai de 0, parce que ça peut tout rebouger. Donc, c'est parti, je continue, 4, je vais jusqu'à 7 et je recommence. Bon, voilà où j'en suis, c'est un gros chantier, comme on peut voir j'ai refait des chauffes de retrait, mais l'avantage c'est que maintenant la tôle elle bouge plus, comme de l'autre côté je vous montrerai, ça fait plus de rebond, ça fait plus rien, donc ça permet d'avoir la tôle qui est en place, bah déjà parce que c'est d'origine comme ça, et puis aussi quand on va faire les mastiques, enfin quand je vais faire les mastiques et que je vais poncer, et bah ça évite que la tôle elle se rentre et qu'au final ça fasse une forme dégueulasse. Donc là c'est impeccable, malheureusement en faisant les chauffes de retrait, et bah ça me redéformait un petit peu la zone, donc on peut voir que chaque petit point ici c'est du tire-clou, alors je tape pas avec la masse, hein, je tire juste uniquement dessus parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Et là j'en suis à un point où quand je tire d'un côté, bah, ça m'enlève de l'autre. Donc au final je peux pas faire plus que ça. Enfin je pourrais pas faire beaucoup mieux. Je vais vous montrer bien sûr le résultat. Si je pourrais faire mieux, je pourrais planer la tôle pour qu'elle s'affine et qu'elle s'étende un peu et ça permette de faire plus de matière pour ceux qui connaissent. Mais je vais pas faire ça parce que là je suis déjà à largement moins d'1 millimètre de partout de la forme en symétrie par rapport à l'autre côté. Donc je vais pas faire plus que ça. Là je voulais vous montrer avant de faire un gros ponçage au 80 ou au 180 pour éliminer un petit peu les résidus de soudure, les marquages, tout ça et avoir un toucher un peu plus correct. Parce que là si je touche, eh ben, j'ai l'impression que tout est déformé. Bon forcément... Si on regarde avec un microscope, ça va faire un petit peu des vagues comme ça. Tout ce qui est tiré, eh ben, c'est un petit peu plus haut. Mais c'est pas grave, je rattraperai avec le mastic. Et là, pour le coup, c'est pas du 2, 3, 4, 5 mm comme il y avait auparavant sur cette zone. Ça sera moins d'1 millimètre de mastic au total. Enfin, au maximum en tout cas. Je vous montre comment j'ai fait petit à petit. Donc encore une fois, comme on peut voir, j'avais fait des repères, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 11, et ensuite j'ai fait des demi-repères pour finir un petit peu plus la finition. Alors les demi-repères, je suis allé que jusqu'au 5,5 on va dire, j'ai pas fait plus bas parce que là c'était pas trop déformé. C'était principalement dans cette zone que c'était déformé comme vous avez vu sur les points de retrait. Donc là par exemple, bon j'ai déjà fait, hein, je vous montre. Donc là je me mets sur le 4. Donc là comme ça je me mets sur le 4, je regarde bien qu'il n'y ait pas de jour nulle part. Et ensuite je prends ça, je le mets de l'autre côté et on va en face. De ce côté, donc le 4 il est ici, si je me mets bien dessus, voilà je me mets bien dans le bon angle, et là on peut voir, alors on verra pas grand chose au téléphone, mais on peut voir qu'il y a largement moins d'1 millimètre, et encore là c'est parce que je me tiens mal, mais ça touche de partout, enfin de partout, c'est à moins d'1 millimètre de partout. Donc là franchement je suis assez content, j'ai fait ça sur toute la zone à peu près, et je pense que ça suffira comme ça. Comme j'ai dit, je vais faire un gros ponçage au 80 voire au 180, je vais voir comment ça part, pour faire une surface un peu plus propre, plus avec toutes ces traces, parce que sinon ça fausse un petit peu le toucher. Et ensuite on voit ce que ça donne pour faire la suite.
Donc j'ai poncé un petit peu tout, toute l'aile ici. Mauvaise nouvelle, ça va pas du tout. Là j'ai mis le pare-choc pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et si je m'aligne bien, alors je l'ai fait en plusieurs fois, hein. Et si je m'aligne bien, on peut voir qu'il y a encore un énorme jour ici. En fait, à mon avis, l'arête de l'aile, c'est pas celle-ci qui est là. À mon avis, elle devait être 5 mm plus loin. Le problème, c'est que là, si je commence à tout retirer, ça va tout me redéformer. Il va falloir recommencer de zéro. Il faut que je ressoude des petits trous ici, là et là, avec le poste à souder. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tricher. Je vais souder des cordons ici sur toute la longueur pour refaire, pour améliorer la forme. En fait, je suis obligé de tricher parce que déjà, dans un premier temps, j'ai redressé le pare-choc parce que là, il était tout tordu, il était tout voilé comme ça, donc déjà, ça allait pas du tout. Et en plus de ça, maintenant que j'ai redressé le pare-choc, alors déjà, dans l'arrondi, il est pas top ici. Il faudrait que je remodifie encore l'arrondi du pare-choc. Pourtant, enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre. De l'autre côté, je vous montrerai après, c'est beaucoup mieux. Et là, par contre, le jour, il est énorme. Donc là, ça va faire dégueulasse. C'est même pas la peine que je remonte comme ça. Donc je vais prendre des repères de où à où je fais des cordons. Surtout le petit plat qu'il y a derrière, là, je vais le faire. Alors, je pourrais ne pas vous le dire, hein. Je pourrais faire les cordons tout mêlés, ça se verrait plus. Mais je préfère vous le montrer aussi quand ça va pas. Normalement, c'est censé être beaucoup mieux que ça. Mais là, le choc qu'il y a eu, bon, forcément, il était difficile à réparer. Il aurait fallu changer le morceau d'aile, ça aurait été encore mieux. Mais bon, j'ai pas envie de me lancer dans des trucs comme ça pour si peu. Enfin, pour si peu. Finalement, il y avait quand même pas mal de dégâts. Donc là, je vais voir déjà pour améliorer le rond là, du pare-choc. C'est quand même pas normal que là, il n'aille pas comme il faut. Et je vais vous montrer de l'autre côté. Alors, de ce côté, il n'y a plus la fixation en plastique là, que j'ai commandé, la nouvelle, parce que je l'ai enlevée. Et de ce côté, bah voilà, là, c'est beaucoup mieux. Le rond, il va très bien comme ça. Il suit parfaitement la forme. Il faudrait que j'essaye de mettre mon guide là, que j'ai utilisé pour les formes sur l'arrondi. Voir si c'est la tôle qui va pas ou si c'est le pare-choc. Bon, je regarde ça de mon côté. Enfin, je pense aussi un peu là. Je regarde ça de mon côté et puis je vous montre dès que c'est un peu plus avancé. J'ai remis le support en plastique à l'intérieur qui tient le pare-choc, là qui est vissé. Bon, je l'ai vissé juste avec ces deux vis. Ici, j'ai mis une autre vis parce que j'ai plus le clip qui va à l'intérieur. J'attends de recevoir un neuf pour être sûr que ça soit pas mal mis. Bon, déjà, le fait que j'ai redressé le pare-choc, il s'aligne bien avec l'aile, donc ça c'est le principal. Par contre, ici, j'ai toujours le défaut. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré 22 mm entre l'arête au bout et ce trait. 22. Et en fait, pourquoi j'ai noté 20 mm? Parce qu'il y a environ 2 mm de jeu normalement ici entre les éléments. Donc ça me permet d'avoir un repère, on va dire. Et lorsque je vais enlever, que je vais mettre des cordons de soudure, je pourrais mesurer mes 20 mm. Il faudra au moins que j'ai 20 mm d'ici au bord. Là, ça me paraît quand même énorme ce jour, je comprends pas trop, mais bon, c'est pas grave, je vais tricher comme j'ai dit, et au final, ça se verra plus du tout. Là, ça fait déjà un peu mieux qu'avant, enfin même beaucoup mieux, parce qu'il n'y a plus du tout le choc, et ça sera encore mieux quand ça sera tout terminé. Allez, je redémonte encore le pare-choc, je fais mon cordon de soudure, je bouche mes trous, je disque tout ça, et on voit comment ça rend quand je remets le pare-choc par-dessus. Bon voilà, là c'est encore un peu mieux, ça pourrait même être encore mieux sur cette zone là, mais je pense que dans tous les cas il faut que je fasse des mastiques de finition, autant sur cette surface là que sur cette face là, comme ça fera bien propre, même si le pare-choc une fois qu'il est mis ça se voit pas pour la petite face qui est derrière, j'ai envie quand même que ça fasse propre, déjà pour la peinture et puis que ça fasse propre dans l'ensemble. J'ai ressoudé les petits trous, je crois qu'il y a encore des petits trous à reboucher, je sais plus où, donc je vais faire 2-3 points de soudure. Malheureusement à la couleur on voit que ça a chauffé et ça m'a déformé toute la partie du bas là, donc je vais recommencer un morceau de tire-clou au moins sur cette partie là. Et puis après j'espère que ça sera bon. Je vais éviter de vous barber trop longtemps avec ça parce que moi déjà ça me saoule et en plus vous à mon avis ça fait déjà au moins 10 minutes que je vous parle de la même chose, donc je vous retrouve dès que j'ai passé un mastic et éventuellement poncé pour voir le résultat que ça donne déjà comme ça. Bon, désolé, dans ce clip vidéo, il n'y a pas de son. De toute façon, je parle trop comme d'habitude. Donc là, en gros, je disais que la tôle, elle rebondissait encore un peu. Donc j'ai refait des chauves de retrait avant de faire le premier mastic, on va dire, pour dégrossir et sentir un petit peu mieux la surface. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Comme on peut voir, le jeu avec le pare-choc, il est pas trop mal. La surface, elle est bien. Donc on passe à la séquence suivante pour la suite. Mais jusqu'à là, ça se présentait bien. Bon bah voilà où j'en suis, c'est pas trop mal franchement, manque à poncer peut-être un peu plus fin. Dans tous les cas je vais mettre un après garnissant, ça va me permettre de finir un petit peu. La zone qui était abîmée là c'est nickel, et en fait maintenant où j'ai des doutes c'est un petit peu sur les autres endroits, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu des défauts de forme, et malheureusement c'est comme j'ai dit, passer après quelqu'un qui a fait n'importe quoi, c'est jamais génial. Là j'ai le petit poc à redresser, bon j'ai dû poncer un petit peu donc j'espère que ça va faire pour le redressage sans peinture. J'ai vu que j'avais un poc ici aussi, je sais pas si on le verra bien. Voilà, là, si on peut voir avec la lumière ici, là. Et un autre par là, je sais plus où. Là, ici, là. Bon, bref, j'ai ces 3 pocs à redresser sur l'aile. J'ai encore les mastiques des pare-chocs à finir de poncer, je les ai posés. J'attendais un peu, je me suis dit si j'en repose un sur l'aile, mais franchement, ça va être difficile de faire beaucoup mieux.
Là, il y a un peu un espèce de défaut de forme, c'est bizarre, mais j'essaierai de faire attention avec l'après-garnissant. Et vu qu'il y a des formes un peu dans tous les sens, peut-être que ça passera à travers. Bon, ça se sent très légèrement au toucher, hein. Je suis vraiment un petit peu dans le détail. C'est déjà 100 fois mieux qu'avant. Surtout pour l'angle, là, je suis assez content du résultat. Bien, maintenant, on verra vraiment le résultat une fois que ça sera peint. Il va falloir que j'apprête, donc je vais passer de l'après-garnissant. Alors, je ne vais pas faire toute l'aile, hein. Je vais faire certainement la zone du quart arrière, là. Bien sûr, cacher un petit peu d'air, faire un petit peu aussi cette zone-là. Je vais faire l'après-garnissant des 2 pare-chocs qui sont là-bas. Entre temps, j'ai poncé l'aile que j'ai redressé un petit peu. J'espère que ça se verra pas trop le défaut. J'ai réussi à récupérer un peu, mais pareil, ça sera pas parfait. Bon, peut-être que ça se verra pas. Et le bas de caisse qui était gris, j'ai tout poncé pour la peinture. Alors l'aile et le bas de caisse, je vais peindre directement parce que je suis pas passé à travers. Donc du coup, pas besoin de faire un après. Je vais faire l'après des 2 pare-chocs, de l'aile ici. Et ensuite, pour le reste, les portes, tout ça, on verra par la suite. Parce que je vais déjà faire petit à petit. Et dans tous les cas, j'ai pas besoin de redémonter ces pièces-là, de redémonter l'aile, tout ça, pour peindre les portes. Et je vais pas, dans tous les cas, pouvoir peindre tout en même temps. Vous avez vu, dehors, il fait nuit. J'ai passé une bonne journée là-dessus. Enfin, c'était bien assez long. Mais bon, je préfère faire ça comme il faut, prendre mon temps, plutôt que tout bâcler et que ça soit dégueulasse au remontage. Je vous fais une petite parenthèse dans la vidéo pour vous parler d'une caméra de recul qu'on m'a envoyée, que j'ai installée sur mon fourgon, ça fait déjà quelques temps. J'aurais dû vous en parler déjà depuis un petit moment parce qu'elle était prévue d'apparaître dans une vidéo concernant un scooter électrique qu'on m'a envoyé. Malheureusement, il y a eu des petits contretemps, le scooter, j'ai du mal à l'immatriculer et en plus, il n'est plus mis en vente par le site qui me l'a envoyé. Donc du coup, c'est un peu compliqué pour moi de vous en parler, mais je vais quand même vous expliquer. Ce scooter, je l'ai reçu, je l'ai déballé, je commençais à faire des vidéos dessus. Je suis parti en vacances avec, j'ai fait environ 200 km dans le sud cet été, c'était génial. Et dans cette vidéo, je comptais vous me parler en plus de la caméra de recul qui m'a permis de surveiller mon scooter, qui était derrière ici sur un porte-moto. Je vous mets des séquences, je suis désolé si ça n'a pas trop de sens parce que forcément j'ai dû réadapter un peu tout ça. Mais cette caméra de recul, franchement, j'en suis vraiment pas déçu du tout. Je vous mettrai le lien dans la description. J'ai mis le petit écran à l'intérieur vers mon habitacle, au-dessus du rétroviseur intérieur. Et j'en étais super content. Ça me permettait de voir derrière, surtout sur un fourgon où j'ai pas de visibilité. Le scooter, il dépassait pas de chaque côté, donc je pouvais pas voir dans les rétroviseurs quand j'étais sur l'autoroute s'il dépassait, ou s'il tombait, ou s'il bougeait. Donc cette caméra, elle était vraiment super pour me rassurer pour mon trajet pendant mes vacances. Et puis même pour faire des manœuvres, franchement, c'est vraiment top. C'est bien pratique et c'est sans fil. Alors là, il y a un fil qui passe derrière, que j'ai fait passer tout le tour ici, et qui est branché ici sur l'allume-cigare de mon camion. Donc en fait, il n'y a que l'écran qui est branché. Il y a 2 petites antennes. Ici, il y a un support qui est collé sur le haut. Je suis désolé, on ne voit pas grand-chose. Il commence à faire nuit. Et à l'arrière, la caméra, je l'ai collée avec du double face sur la carrosserie, mais il n'y a aucun branchement sur la caméra. Alors il doit falloir la recharger de temps en temps. Je vous tiendrai au courant si ça ne tient pas longtemps et si je la recharge dans cette vidéo. Donc là, par exemple, je suis en train de reculer. Donc je vais pouvoir m'ajuster avec les rétroviseurs sur les côtés et la caméra ici. Alors il faut commencer à prendre habitude hein, parce que j'ai le guidon, par exemple, qui dépasse un petit peu. Mais là, je sais, voilà. Je vois un petit peu où je suis, je vais me reculer au maximum juste pour voir, ensuite je vous montrerai derrière où je suis. Et là, même là, je peux être, voilà, là je dois être pas mal. On va aller voir derrière comment ça fait. J'ai regardé juste avec la caméra et franchement c'est super pratique, surtout sans fil. Et voilà derrière comment je suis. Bon, il y a encore 20-30 cm, mais bon, le mieux c'est de ne pas rentrer du tout. Avec l'habitude, je saurais ce qui me reste un petit peu mieux par rapport à la vision que j'ai sur la caméra là-haut. Et c'est impeccable. La caméra là-haut, j'ai oublié de dire, mais elle a un petit panneau solaire, donc elle est censée se recharger. C'est pas censé la recharger régulièrement. Je verrai à l'usage comment ça marche. Et en attendant, bah, c'est parti pour les vacances. J'espère que tout va bien se passer et que je ne perdrai pas sur l'autoroute. Super pratique au fait la caméra pour voir si l'Audi R8 elle rentre pas dans mon scooter pendant que je roule. Bon là on la voit pas, mais en tout cas ça m'a permis de surveiller le scooter tout le long. Et franchement cette caméra super bien. Je vous mettrai le lien dans la description pour ceux que ça intéresse. Et moi je finis ma route. Aujourd'hui le scooter il est là, donc vous voyez la marque Evercross, je vous laisse aller sur leur site, pareil je le mettrai dans la description. Malheureusement ce scooter ils n'ont plus mis en vente en Europe, donc c'est pour ça que ça a un petit peu arrêté tout ce que j'avais fait comme vidéo là-dessus. Nous on en avait été très contents malgré le fait que j'arrive pas à l'immatriculer avec les papiers qu'ils m'ont envoyés, mais j'espère que ça va se résoudre pour moi. Je vous en parle rapidement de ce scooter parce que comme j'ai dit vous ne pourrez pas vous le procurer via ce site, mais je vous en parle quand même d'aller voir la marque. Bon, ils m'ont quand même envoyé ce scooter, je ne vais pas être méchant avec eux. Malheureusement, j'arrive pas à en faire ce que je voulais, ce qui était prévu. Mais allez voir sur leur site, ils vendent aussi des vélos, des trottinettes, et si jamais ça peut vous intéresser, on ne sait jamais. Je vous laisse pour ça, on retourne sur la voiture.
Bon, du coup, je ne vous ai pas trop filmé. J'ai apprêté le quart de l'aile arrière. Là, d'ailleurs, j'ai un petit peu mal masqué. J'espère que je n'en ai pas trop mis sur la porte. Mais bon, au pire, je mettrai un petit coup de dégraissant. Ça ira bien. Donc là, j'ai apprêté. On verra au ponçage. J'espère qu'il n'y aura pas de défaut. J'ai aussi apprêté les pare-chocs. Alors, le pare-choc arrière ici, pas de souci. C'est nickel de partout. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Bon, malheureusement, il fait nuit maintenant. Et le pare-choc avant, par contre, j'ai un petit défaut. Le problème, comme je disais, c'est il faut poncer pour enlever les rayures. Et là, enfin les rayures, les fissures, on va dire, qu'il y a dans la peinture. Et là, j'ai loupé deux fissures. Bon, là, ça se voit un peu moins, parce que l'après, il s'est un petit peu étalé. Mais ça faisait vraiment encore les deux fissures, comme si, bah là, on les voit bien, voilà. Comme si c'était pas bon. Donc là, j'espère que je récupérerai ça au ponçage. Bon, sinon, dans le pire des cas, ben, je referai un petit après dans des zones. Il y a ici et vers le lave-phare, l'autre côté, je crois. Voilà, ici. Voilà, il y a une petite rayure ici. Alors là, on la voit bien. Bon, forcément, quand je me mets à ras, il y a plein de défauts comme ça, mais vu que c'est un après garnissant, en ponçant, je vais pouvoir récupérer tous les petits défauts qui restaient. Alors, je ne peux pas récupérer comme un mastic, hein, mais ça récupérera déjà pas mal. Donc, maintenant, je mettrai le guide pour faire tout le ponçage, et ensuite, on pourra passer à la peinture, donc des pare-chocs, de l'aile arrière, l'aile avant, le bas de caisse, et on verra pour la suite s'il y a besoin de repeindre le reste. Ça y est, j'ai poncé mon après sur l'aile. Là, j'ai failli traverser. Bon, on dirait que j'ai traversé, mais en fait, il reste un petit peu d'après. On verra bien de toute façon si ça crée un problème ou pas. Les ombres là qu'on voit là, c'est mon poteau là, qui fait des ombres avec la lumière. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. De toute façon, encore une fois, on verra bien à la peinture. Pour cette zone, je ne vais pas la peindre tout de suite. Je vais lever la voiture en l'air, fermer le coffre, la couvrir. Je vais d'abord peindre les deux pare-chocs que j'ai poncés aussi. J'ai réussi à récupérer pour les rayures qu'il y avait là, qui étaient apparentes. Alors, je ne me rappelle plus exactement où c'était, mais je crois que c'était par là. Et ils sont plus du tout. Et au-dessus du lave-phare de l'autre côté, pareil. Il y avait une fissure et j'ai réussi à poncer, régaliser, donc tout va bien. Pour le pare-choc avant, bon, je suis passé un petit peu à travers à certains endroits, c'est pas très grave. On verra bien ce que ça donne encore une fois. Et le pare-choc arrière, c'est pareil. J'avais juste un défaut qui restait, c'était ici. J'avais encore un creux. Bon, ça sera certainement pas parfait non plus la forme, mais j'ai réchauffé dans cette zone pour ressortir un peu le creux, pour que ça fasse un petit peu plus propre sur le résultat final. Donc comme je disais, je vais monter la voiture, je vais peindre le pare-choc arrière, le pare-choc avant, l'aile avant, que j'ai poncé dernièrement là, et le bas de caisse. Je vais peindre ces 4 éléments en premier pour aujourd'hui, et ensuite demain, je pourrai peindre toute l'aile arrière avec le montant. Comme ça me permet d'avoir un petit peu de délai pour que les éléments que je peins aujourd'hui vont sécher, parce qu'après il faut remonter les grilles, il faut les manipuler, et du coup je préfère attendre un peu que ça sèche, étant donné que j'ai pas de cabine de peinture pour chauffer ni rien. Il faudra finir de poncer, parce que là je vais être obligé de peindre encore une fois jusqu'au rétroviseur, là-bas tout le montant, et tout bien masqué pour la caisse, mais pour les pièces que je vais peindre aujourd'hui, il n'y a pas besoin de masquage, donc ça va être assez rapide j'espère. Bon bah voilà, on y est, j'ai fini de poncer un petit peu tous les ronds-coins de l'aile et du bas de caisse, j'ai rentré les pare-chocs, j'ai fait tout le dégraissage, j'ai aussi le cache de remorquage et les deux caches de lave-glace du pare-choc avant ici en dessous. J'ai tout passé les pièces plastiques, en tout cas là où j'ai découvert au primaire plastique, là ça fait bien 10 minutes, donc je vais mettre en combinaison de peinture, préparer la peinture et passer la base mat en espérant que tout se passe bien. J'ai une petite crainte ici sur l'aile, j'avais un petit peu la flemme d'apprêter, mais en fait j'ai des zones comme ici et là qui sont légèrement découverts au métal. Bon, je vais essayer de faire ça correctement, normalement ça devrait pas poser de soucis, mais on verra bien si ça fait des réactions à ces niveaux là. Le bas de caisse, j'ai vu qu'il n'était pas parfait, il y a des petits coups, des petits machins. Bon, j'ai essayé de poncer au mieux, mais ça sera certainement pas parfait. Bon, ça reste un bas de caisse, hein. C'est pas la première chose qu'on voit sur la voiture. J'aimerais bien que ça soit parfait, mais quand on veut quelque chose de parfait, eh ben, c'est 3 fois plus de travail que quelque chose de bien. J'espère que ça sera au moins bien. Donc là c'est parti, je m'équipe, je prépare la peinture base mat et je vous filme une fois que j'ai posé tout ça. Bon, j'ai fini de peindre, ça fait déjà quelques dizaines de minutes. J'ai un petit peu attendu pour que ça sèche bien, que ça fasse bien mat, pour pas qu'il y ait des réactions avec le vernis. Donc je suis désolé, on voit pas grand chose, parce que j'ai la voiture juste au-dessus. Mais j'ai mis avec une lumière et ça a l'air d'être pas trop mal. Bon, le résultat final, le principal, ça va être avec le vernis, ce qui est un peu plus délicat à poser. Là j'ai vu qu'il y avait plein de petits... c'est que j'ai vu, voilà, là il y a un petit peu plein de petits coups, bah, ça c'est les graviers, hein. Ça c'est la roue avant, elle est juste là, ça c'est le bas de caisse. Bon, c'est pas très grave, hein. Comme j'ai dit, ça sera pas forcément tout à fait parfait, mais bon, on cherche pas à avoir une voiture neuve non plus, hein. Surtout quelque chose qui rend bien. Là les pare-chocs, pareil, ça a l'air d'être bien, pas de réaction ou quoi que ce soit, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle, parce que sinon s'il a commencé à avoir des frisures, c'est même plus la peine après. Il y a certains endroits où on arrive à voir encore des rayures, pourtant j'ai bien poncé fin, je sais pas. Bon, c'est très très fin, hein. Il faut vraiment avoir le nez dessus, et forcément avec le mat de la peinture base mat, c'est encore plus flagrant.
Allez, j'ai préparé le vernis déjà, je me rééquipe et je passe les 2 voire 3 couches de vernis sur tous les éléments. Bon bah voilà, tout est verni, ça s'est pas passé comme j'aurais voulu, bon on voit qu'il y a des poussières mais ça c'est assez normal. Et surtout ici là il y a plein d'espèces plein de poussières ici, voilà, comme vous voyez. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est tout tombé d'un coup. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis 3 bonnes couches de vernis sur l'aile, j'ai serré un polylustré et si ça fait pas, bah, je la repeindrai mais sur place sur la voiture parce que sinon ça va me faire attendre pour tout remonter. L'aile c'est la première pièce à remonter avant le bas de caisse et avant le pare-choc. Donc forcément si je finis pas l'aile, et ben, je peux pas faire de remontage. Donc je pense que dans tous les cas je la remonterai. Le bas de caisse dans l'ensemble il est pas si mal, malgré les petites poussières, mais bon ça à la limite c'est le bas de caisse, c'est pas très grave. On peut voir ici que c'est super bien tendu, donc je suis assez content. Le pare-choc arrière pareil, j'en suis super content, j'ai mis une bonne 3e couche aussi pour essayer de récupérer parce qu'au milieu ici j'avais pas assez chargé et ça faisait vraiment très peau d'orange, enfin ça faisait pas brillant. Et là quand on peut voir avec les reflets, ça fait vraiment nickel. Alors bon, encore une fois on est sous la caisse donc on voit pas trop. Mais je suis assez content du résultat. Pareil, il y a 2-3 petites poussières un peu plus importantes, je sais plus où. Mais bon, on verra après. Le principal, c'est qu'il n'y a déjà pas de coulure. Donc ça, c'est déjà bien et qu'il y a une bonne brillance. On peut voir facilement ma main à travers et tout le reflet de l'atelier. Le pare-choc avant, j'avais pas assez pour faire une 3e couche. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une bonne 2e couche, pardon. Bon, il n'est pas vilain, hein, mais il y a des petits défauts. Par exemple, là sur les retours, c'était difficile. Je voulais pas faire de coulure et je pense que c'est pas forcément assez chargé. Bon, c'est pas les zones qui se voient le plus, c'est le principal. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal aussi. Pareil, un petit peu de poussière, mais ça c'est normal. Donc, je suis assez content du résultat. Bon, déjà, il n'y a plus toutes les rayures qu'il y avait là en dessous et on peut voir que la brillance, eh ben, elle est pas mal. Hein, on voit carrément dedans. Donc, je suis assez content quand même dans l'ensemble, même si bon, pour faire mieux, il faudrait une cabine de peinture. Une vraie cabine de peinture, pas une cabine de peinture gonflable comme j'aime et que j'utilise plus parce que c'est nul. J'ai aussi fait des petites pièces ici. Pareil, un petit peu de poussière, bon c'est pas grave. On verra ce que ça donne dans la réalité quand ça sera tout remonté. Et s'il faut faire quelques retouches en polissage, eh ben, je le ferai. J'ai sorti tous les éléments de l'atelier, là j'ai commencé à préparer pour pouvoir peindre l'aile arrière cette fois-ci. Donc comme j'avais dit, je vais peindre tout le montant parce que j'ai pas envie de faire de raccord, déjà je sais pas trop faire et en plus j'ai peur que ça se voit. Et au final ça fait 2 fois plus de boulot. Donc là j'ai masqué un petit peu vite fait derrière le phare parce que de toute façon ça se verra pas. Et le but c'était surtout de couvrir au moins l'après que j'avais mis juste avant. Donc là j'ai caché, c'est pareil, c'est pas le masquage que je préfère faire avec ce film. Je préfère mettre du papier craft, mais c'est beaucoup plus long et là j'ai envie que ça avance un petit peu parce que je commence un peu à en avoir marre de la carrosserie. Donc ce que je vais faire, c'est que là j'ai tout préparé, je vais me changer, je vais faire la base mat et le vernis. Pareil, je vous montre dès que les deux sont finis à chaque fois, en espérant qu'encore une fois ça se passe bien. Bon, j'ai déjà passé la base mat, ça s'est pas trop mal passé pour le moment, du montant jusqu'au bout là-bas, bon je vais pas vous montrer. Et maintenant j'ai préparé le vernis, je vais me rééquiper et je passe le vernis. Je suis en train de voir que là il y a un défaut, en fait non, c'est le poteau qui est juste là qui me fait de l'ombre, j'ai cru qu'il y avait un défaut. Allez c'est parti, je passe le vernis et on voit ce que ça donne finalement. Bon voilà, j'ai passé les couches de vernis, 3 couches de vernis du coup j'ai passé, j'ai assez bien chargé, donc du coup ça rend pas trop mal. Bon, la prochaine étape ça va être une cabine de peinture, une vraie, avec la ventilation verticale. Je vois pas d'autre solution parce que là franchement je pourrais pas beaucoup faire mieux. Bien si bien sûr je peux faire mieux parce que c'est légèrement peau d'orange si vraiment je suis difficile, mais ce qui me gêne le plus c'est principalement les poussières. Là on verra pas si on en voit une petite ici. Bon il n'y en a pas tant que ça hein, mais il y en a quand même. Donc ça sera récupérable au polissage. Si jamais j'ai le temps de le faire, ça sera bien sûr pas dans cette vidéo parce qu'il faut que la peinture soit bien sèche. Mais dans l'ensemble je suis assez content. Pas de défaut de forme, en tout cas pas visuellement à travers le vernis et c'est ce qui compte. Même s'il y a des défauts de forme, par exemple, si je mesure, c'est pas très grave parce que le plus important c'est visuellement ce qu'on voit en vrai. Donc là on voit très bien que je suis en combinaison juste en face. Voilà, un petit pouce, donc ça brille assez bien, je suis assez content. Malgré tout, il y a quand même des poussières. Mais bon, ça, comme j'ai dit, je pourrais pas faire mieux sans une vraie cabine de peinture. Ça sera certainement la prochaine étape, d'ici quelques mois, quelques années, je sais pas. Au plus vite, j'espère. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, ça vaut le coup d'investir dans une cabine de peinture? Bien sûr, avec une cabine de peinture, ça me permettrait de faire plus souvent de la carrosserie et surtout de la meilleure qualité. En tout cas, meilleure que ça. Bon, je vais pas me plaindre, hein, la plupart des gens seraient très très contents d'avoir ça. Je le suis aussi, mais il y a toujours mieux, j'ai toujours envie de faire mieux. Et je pense que, comme j'ai dit, l'étape prochaine, ça sera la vraie cabine. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, vous avez compris. Je vais démasquer tout ça avant que ça soit sec pour éviter de faire des arêtes au niveau des vernis, au niveau du vernis pardon, pour le masquage. Faut faire très attention bien sûr, faut pas que je mette les doigts dans la peinture, ça serait bête de tout gâcher. Mais ça permettra de lisser un petit peu le vernis et qu'il n'y ait pas des arêtes dans des endroits qui ne sont pas forcément visibles, mais si on y fait attention, on pourra les voir.
Je démasque tout et on se reprend demain, je pense, pour le remontage des éléments que j'ai peints pour moi hier. Donc petit à petit, la voiture va se remonter dans cette vidéo. Bon, hier j'ai démasqué comme prévu, ça s'est pas trop mal passé, pas de défaut. Là, ce que je vais faire, je vais commencer le remontage, on est le lendemain. Je vais faire quoi? Je vais faire peut-être l'aile avant en premier, même s'il faut la repeindre, et tant pis, je la repeindrai sur place, mais ça m'évite d'attendre trop longtemps, de devoir remonter tout ça. Donc je vais commencer par l'aile, ou alors le pare-choc arrière avec l'arrière, je sais pas. Mais dans tous les cas, je vous montre dès que c'est un petit peu plus avancé. Pareil, je vous filme pas comme ça avance, parce qu'à mon avis, la vidéo doit déjà être super longue. Et vous, ce que vous voulez voir, j'imagine, c'est le résultat final. Bon là, la couleur, on dirait qu'elle correspond pas, mais parce que les portes sont très sales. Et dans tous les cas, même si elles sont un peu ternies, je pourrais faire toujours un polish pour essayer de rattraper la même teinte. Après ça, ça va se salir aussi. Bref, vous avez compris, c'est comme d'habitude les peintures neuves. J'essaierai de la nettoyer avant la fin de la vidéo, j'espère que j'aurai le temps. Et je remonte tout déjà et on voit ce que ça donne. Donc voilà, déjà avec le pare-choc arrière remonté, je suis assez content du résultat, franchement ça rend vraiment bien, ça rend vraiment propre. Bon forcément l'aile et le pare-choc c'est tout neuf, donc ça va bien ensemble les couleurs. Le feu arrière pardon, je l'ai changé parce qu'il était un petit peu cassé ici dans l'angle, mais bon c'était pas grand chose, mais il fallait quand même le changer. Et j'ai changé aussi le plastique qui vient dessous comme je vous avais dit, et ça me permet d'avoir un bon alignement tout le long là. Franchement le pare-choc il dépasse pas, il tient bien, donc franchement des deux côtés c'est nickel. Là l'alignement il est nickel, là c'est pareil, j'ai bien remis comme il faut. Pour le haillon on verra si je le repeins ou si j'arrive à le récupérer, mais ça c'est une deuxième chose. Et comme on peut voir, il manque le diffuseur en dessous, qui est juste là, donc qui est pas très propre, hein, et qui, on dirait qu'il paraît gris. Alors d'après mes recherches, c'est censé être noir mat. Et pourquoi je vous parle de couleur? Parce qu'en fait, je vais le repeindre. Il est un petit peu abîmé là. Je sais pas si ça se verra, voilà, ça fait un peu dégueulasse. Il est abîmé ici, là, et il est abîmé aussi là. Enfin bref, il est abîmé un peu de partout. Le mieux, ça serait que je le ponce, que j'estompe un petit peu les défauts, voire même que je les supprime. Disquer aussi un petit peu les espèces de vis là qu'ils avaient mis. J'espère que la plaque d'ailleurs, elle recouvrera bien ces trous, sinon je les boucherai, on verra. Mais le but, ça serait d'y repeindre en noir mat, pour que ça soit propre en dessous du pare-choc ici. Pour en revenir au pare-choc, franchement je suis super content du résultat. Pour vous dire sincèrement, il n'y a quasiment aucun défaut, à part un petit cheveu je crois, enfin un petit cheveu, une espèce de poil qui s'est mis voilà là ici. Bon c'est pas très grave, hein. Mais dans l'ensemble, je suis vraiment super content. Je vais continuer un peu le remontage pardon. J'ai remonté à l'intérieur ici l'habillage, et au fond j'avais, enfin c'est vrai que j'aurais dû filmer ça, mais j'ai brossé un petit peu tout l'angle que j'avais retiré au tire-clou, tout ça, et j'ai passé un coup de peinture. J'avais encore de la peinture qui n'était pas tout à fait sèche d'hier, donc j'ai passé un coup de peinture au pinceau pour pouvoir pour que la tôle ne soit pas à nu et que ça commence pas à rouiller par l'intérieur. Donc j'ai fait ça propre je pense, et j'ai pu tout remonter. Il y avait un espèce de calculateur là derrière que j'ai remonté, je sais même pas à quoi ça sert, mais bref vous avez compris. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais remonter l'aile avant. Je m'occuperai de la peinture du diffuseur après. Donc l'aile avant, il faut que je remonte avant de remonter le bas de caisse et le pare-choc avant, qu'il faut aussi que je réassemble. Mais bon, je fais ça dans la suite de la vidéo. Et je vous montre dès que c'est avancé, ça sera j'espère beaucoup mieux que ça. J'ai remonté l'aile avant gauche, j'ai remis le barboux à l'intérieur mais que à l'arrière, parce qu'à l'avant, peut-être changer encore une ampoule de phare. Bon, je vous dirai juste après. En plus de ça, bon je l'avais déjà vu avant, les amortisseurs ont été changés. Alors je sais pas si ça se verra, attendez je vais mettre la lumière. Et en fait ici normalement c'est censé être embuté. Je peux pas vous montrer de l'autre côté parce que j'ai pas démonté la roue, mais j'avais vu que les roues étaient pas inclinées pareil. Et en fait l'amortisseur de l'autre côté il reste environ 5 mm, voire même entre 5 mm et 1 cm entre le porte-moyeu et la butée de suspension. Donc il va falloir que je refasse de l'autre côté pour régler ça. Déjà c'est pas le bon réglage de hauteur, puis bon dans tous les cas c'est pas génial. En plus de ça, j'ai commandé des biellettes de barre stabilisatrice, parce que là, comme on peut voir, alors je sais pas si ça se verra, mais là je peux la bouger comme je veux, et j'avais entendu un petit bruit. J'ai vérifié les caoutchoucs de barre stable, qui sont d'ailleurs à l'avant sur celui-là, et ils étaient pas mauvais, donc j'ai commandé les biellettes et je vais les changer aussi par la suite. J'ai remonté le pare-choc avant, j'ai remonté le cache de lave-glace ici, de la phare pardon. J'ai pas remonté l'autre parce que vu que je voudrais mettre un coup de polish un peu plus tard sur le pare-choc, et ben j'ai pas remonté ça. J'ai remonté les grilles, les fixations qui vont là, les fixations d'ailleurs un peu de partout à part sur le dessous. Et franchement ça rend vraiment bien, sans la plaque ça fait vraiment stylé, on se croirait en Californie. Bon bien sûr il va falloir que je la mette, hein. Mais pour le moment c'est déjà, ça se remonte pas trop mal. Le pare-choc ici là, je sais pas, il me fait un espèce de jeu ici, j'arrive pas à le régler. Bon c'est du caoutchouc hein, et j'ai pas envie de trop forcer sur la peinture qui est neuve. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous le fait aussi, si vous en avez une, si ça vous le fait aussi. Au début avant que je démonte ça me faisait des deux côtés. D'autre côté j'ai réussi à visser un peu, bon là de ce côté j'ai pas encore vissé, mais là ça force vraiment ici là, c'est quand même bizarre, on dirait que je sais pas, soit le pare-choc il a pris une mauvaise forme, soit c'est normal, je sais pas trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter aussi un peu sur le dessus. J'avais pas remonté tout le filtre à habitacle parce que j'avais peur que ça me gêne pour remonter l'aile. Mais maintenant que j'ai remonté l'aile, eh ben, je vais pouvoir passer à ça.
J'ai remonté tout ce qui est filtre habitacle avec les caches. Bon, j'avais démonté pour vous rappeler, pour changer le système de recyclage des vapeurs d'huile, et j'en ai aussi profité pour changer le couvercle du filtre habitacle. Pour ceux qui se rappellent, le mien il était mort, là il manquait la fixation, qui doit avoir la même qu'ici et ici. Et devant, bah, il n'y avait plus de patte de fixation. Donc là, il y a Tony qui m'en a ramené un qui est nickel, pas de patte de cassé, et apparemment c'est assez rare. Donc je suis content du résultat, j'ai mis le truc, tout va bien. Je voulais vous montrer aussi les phares. Donc d'origine, alors je sais pas si ça se verra bien parce que c'est très brillant, mais d'origine j'ai les xénons qui sont là et les pleins phares qui sont là. Comme on peut voir, les pleins phares sont assez jaunes, et encore en vidéo ça rend moyennement jaune. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des LED à la place des pleins phares sur du H7, et du coup la couleur du xénon et du plein phare, eh ben, c'est la même. Enfin à peu près la même. Ça fait déjà beaucoup plus propre comme ça. Donc il faut que je fasse pareil de l'autre côté, mais bon, il faut que je démonte le pare-boue, tout ça, pour moins m'embêter. Je vais faire ça un peu plus tard, mais c'était pour vous montrer le résultat. Je voudrais aussi remplacer tout ce qui est lumière des Angel Eyes. Bon là il fonctionne pas parce que je suis pas en veilleuse. Je vais mettre les veilleuses pour vous montrer. Bon là les Angel Eyes ils éclairent pas très bien parce que j'ai mis une ampoule de secours, j'ai voulu enlever l'autre pour voir ce que c'était et je l'ai cassé en même temps. Donc j'ai commandé des ampoules LED qui éclaireront à la place de ces Angel Eyes, et en plus je viens de me rendre compte que de l'autre côté ça fonctionnait pas. Donc dans tous les cas il faudra attendre ces ampoules pour pouvoir remplacer ça, ce sera pas dans cette vidéo. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais continuer un petit peu, fermer le capot, voir si tout s'aligne, même si dans tous les cas je pourrais toujours ajuster par la suite. Je vais reposer la voiture pour pouvoir poser le bas de caisse conducteur et tout le refixer. Et puis ça sera bon, je pense, pour la carrosserie. Il manquera plus qu'à faire des finitions, mais ça sera un peu plus tard. Bon voilà, le bas de caisse il est refixé. J'ai plus le trou, franchement ça rend super bien. Les portes elles sont un peu sales, mais bon, forcément ça sera de la finition. Ça sera dans la prochaine vidéo. Il manque encore pas mal de petites bricoles à faire. Et au final, ben, je pense que ça suffira pour une bonne vidéo. J'ai aussi remonté tout le dessous ici du moteur jusqu'à la boîte. Pareil, il manque des petites finitions. Ici, j'ai un petit écrou qui est... Enfin, j'ai une vis qui sortait, je crois, qui est cassée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais percer un trou là. Et là, en dessous, j'ai un trou. Et comme ça, je pourrais mettre une vis et ça tiendra bien. Tout ça, c'est tous des petits détails que je ferai dans la prochaine vidéo. Pareil, le polissage, j'attends que ça sèche bien. Il me reste encore pas mal de choses. Bah, déjà, un bon nettoyage, ça ferait du bien. Qu'est-ce que j'ai vu? Bah, mettre les plaques d'immatriculation, tout ça, bon, vous avez compris, hein. Il reste encore pas mal de petites choses à faire. Mais dans tous les cas, je suis content du résultat. À l'arrière, bon, je vous fais une vue par en dessous, c'est pas l'habitude qu'on voit. Mais à l'arrière, encore une fois, je suis vraiment content du résultat. Le diffuseur ici, il faut que je le refasse en noir mat propre. Pareil, c'est des finitions. Et j'ai aussi encore un petit peu à l'intérieur des choses à faire. Changer les biellettes de bar stab, régler la suspension, bref, vous avez vu encore pas mal de choses. Passer le contrôle technique. Et comme ça, à la fin de la prochaine vidéo, elle sera totalement terminée. Et on pourra enfin passer à autre chose. Bien sûr, je vous ai aussi parlé des portes côté passager qu'il faut que je remplace. Donc tout ça, je vous montrerai la prochaine fois. Les portes, elles sont là, il n'y a pas de souci. Et faire un petit peu de redressage en peinture, enlever les défauts qu'il y a sur la peinture en essayant de faire un polissage. Bref, je vais essayer vraiment de la terminer la prochaine fois. J'ai vu que la vidéo était déjà bien assez longue et j'ai réussi mon objectif de repeindre les éléments que je voulais. Peut-être qu'il faudra repeindre d'autres éléments, comme par exemple une coque de rétro ou peut-être l'aile à repeindre, l'aile avant. Mais tout ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, je continue de bosser sur cette voiture et puis comme ça, après, on peut enfin passer à autre chose et à quelque chose peut-être de plus ancien. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!